Cette maison sera bientôt à moi, Célestine. Vous êtes déjà trop âgée pour vous occuper de tout cela toute seule. Les mots de Brigitte ont résonné dans la salle à manger comme une gifle sur mon visage. À 70 ans, je n'aurais jamais imaginé entendre une telle audace de la bouche de ma propre belle-fille. Je m'appelle Célestine Monclerc, et à ce moment-là, avec la pluie de décembre qui battait contre les fenêtres de ma maison à Annecy, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais préparé une surprise qui changerait tout à jamais. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée à ce moment dévastateur. 3 jours auparavant, j'étais en train d'organiser les papiers dans le bureau de mon défunt mari Édouard quand j'ai trouvé quelque chose qui a glacé mon sang. Caché entre d'anciens documents, j'ai découvert des conversations imprimées entre mon fils Sébastien et Brigitte. Ils étaient en train de planifier de me faire interner dans un hospice pour s'emparer de ma propriété. La vieille devient sénile, disait l'un des messages de Brigitte. Nous devons agir rapidement avant qu'elle ne donne tout à des œuvres caritatives ou quelque chose comme ça. Cette maison vaut plus d'1 million d'euros. C'est notre chance de nous débarrasser de nos dettes et de bien vivre. La réponse de Sébastien m'a brisé le cœur. Tu as raison. Maman a toujours été têtue, mais maintenant elle n'a plus la force de lutter. Nous allons la convaincre que c'est pour son bien. Une maison de retraite sera parfaite. Mes mains ont tremblé en tenant ces papiers. Édouard et moi avions construit notre vie dans cette maison au bord du lac d'Annecy. Chaque brique avait été posée avec amour, chaque jardin avait été planté avec espoir. Et maintenant je découvrais que mon propre fils conspirait pour me chasser de mon foyer. Cette nuit-là, j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. J'ai préparé le dîner comme je le faisais toujours les mardis. L'arôme du coq au vin se répandait dans la cuisine pendant que j'assaisonnais la viande avec du vin rouge de la région. Mais mon esprit bouillonnait de plans. S'ils voulaient jouer sale, je leur montrerais que j'avais encore quelques cartes dans ma manche. La maison elle-même semblait témoigner de cette trahison. Chaque meuble ancien, chaque portrait de famille accroché au mur, chaque bibelot précieusement conservé au fil des décennies, tout cela représentait non seulement des souvenirs, mais aussi des euros dans les yeux cupides de Brigitte. Je me souvenais encore du jour où Édouard et moi avions acheté cette demeure. C'était en 1978, nous étions jeunes et pleins d'espoir. Il travaillait comme ingénieur dans une usine locale, et moi j'enseignais le français au lycée d'Annecy. Cette maison sera parfaite pour élever nos enfants, m'avait-il dit en me montrant les hauts plafonds et les grandes fenêtres qui donnaient sur le lac. Nous avions économisé pendant des années pour l'acquérir, sacrifiant sorties et vacances pour réaliser ce rêve. Et maintenant, près de 50 ans plus tard, mon propre fils la voyait comme un simple bien à liquider. Le mardi soir est arrivé avec sa procession habituelle de préparatifs. J'ai mis la table avec la porcelaine héritée de ma grand-mère, celle-là même que Brigitte avait plusieurs fois admirée, en demandant avec insistance sa valeur. Les couverts en argent, polis avec soin, reflétaient la lumière douce du lustre en cristal. Tout était parfait, comme toujours. Mais cette fois, chaque geste était chargé d'une tension particulière. Sébastien est arrivé à 8 heures précises, comme toujours. Mon fils, qui avait été ma fierté autrefois, ressemblait maintenant à un étranger. À 45 ans, il était devenu un homme amer, se plaignant constamment d'argent, blâmant toujours les autres pour ses échecs. Ses affaires de conseil en informatique périclitaient depuis des années, mais au lieu de travailler plus dur, il préférait chercher des solutions de facilité. Brigitte est entrée juste derrière lui, avec son sourire faux et son regard calculateur. « Bonsoir, mère, dit Sébastien en me donnant un baiser mécanique sur la joue. J'ai senti l'odeur de tabac sur ses vêtements et j'ai remarqué comme il évitait mon regard. Ses mains tremblaient légèrement, était-ce de la nervosité ou simplement l'effet de ses cigarettes incessantes ? « Célestine, quelle table magnifique !» s'exclama Brigitte en examinant la vaisselle de porcelaine qui appartenait à la famille depuis des générations. Cette porcelaine doit valoir une fortune chez les antiquaires. Et ce service en argent, c'est du vrai, n'est-ce pas ? Chaque modèle était comme un coup de poignard. Elle ne voyait pas la beauté ou la valeur sentimentale de ces objets,
seulement leur prix de vente potentiel. J'ai observé comment ses yeux parcouraient la pièce, s'arrêtant sur le secrétaire Louis XVI dans le coin, sur les tableaux de paysages alpins qui ornaient les murs, sur le tapis persan que nous avions rapporté de notre voyage de noces. Pendant tout le dîner, j'ai observé comment elle analysait chaque objet, chaque meuble, comme s'il lui appartenait déjà. Sébastien restait silencieux, se contentant d'acquiescer de la tête chaque fois qu'elle parlait. Son comportement me rappelait celui d'un enfant pris en faute, mais qui refuse d'avouer sa culpabilité. Vous savez, Célestine, continua Brigitte en découpant délicatement le poulet, Sébastien et moi avons beaucoup parlé de votre situation. Cette maison est vraiment trop grande pour une personne seule. Ne trouvez-vous pas dangereux de vivre ici toute seule? Et ces escaliers, si raides? À votre âge, une chute pourrait être catastrophique. Mon cœur s'est accéléré. C'était exactement ainsi qu'avaient commencé les messages que j'avais trouvés. Je me débrouille très bien, merci, ai-je répondu en gardant ma voix ferme. Mais maman, intervint finalement Sébastien, vous avez 70 ans. Et si vous tombez dans les escaliers? Et si vous avez une urgence médicale la nuit? Ne serait-il pas plus sûr? Plus sûr quoi? Ai-je demandé en feignant l'innocence. Brigitte et Sébastien ont échangé un regard conspirataire. J'ai vu dans leurs yeux cette complicité malsaine qui unit les gens dans leurs mauvaises actions. C'est alors qu'elle a lâché la bombe que j'attendais déjà. Cette maison sera bientôt à moi, Célestine. Vous êtes déjà trop âgée pour vous occuper de tout cela toute seule. Le silence qui a suivi était assourdissant. On n'entendait que le bruit de la pluie sur les fenêtres et le tic-tac de l'horloge ancienne au mur. Cette horloge que mon arrière-grand-père avait fabriquée de ses propres mains, et qui marquait maintenant le temps de cette trahison familiale. Brigitte avait montré ses véritables intentions, pensant que j'étais une vieille femme sans défense. Son arrogance était si flagrante que j'en étais presque admirative. Elle avait réussi à révéler sa vraie nature en une seule phrase, confirmant tout ce que j'avais découvert dans leur message secret. Vous ne pouvez plus nier l'évidence, continua-t-elle avec une assurance croissante. À votre âge, les accidents arrivent si vite. Et puis, pensez à Sébastien. Il s'inquiète constamment pour vous. Cette responsabilité pèse sur ses épaules jour et nuit. Ne serait-il pas plus généreux de votre part de lui faciliter les choses? Généreux. Le mot résonna dans ma tête avec une ironie amère. Elle osait parler de générosité alors qu'elle complotait pour me dépouiller de tout ce que j'avais construit avec Édouard. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire qui se voulait maternel, nous avons déjà visité plusieurs établissements. Il y en a un particulièrement charmant à 20 minutes d'ici. Les Jardins de la Sérénité. Ils ont une liste d'attente, mais nous pourrions vous faire passer en priorité si nous agissons rapidement. Donc ils avaient déjà tout planifié. Non seulement ils voulaient me chasser de ma maison, mais ils avaient même choisi l'endroit où m'enfermer. La préméditation de leur acte me révoltait autant que sa cruauté. Sébastien évitait toujours mon regard, fixant obstinément son assiette. Était-ce de la honte ou simplement de la lâcheté? Peut-être les deux. Cet homme que j'avais élevé, que j'avais aimé inconditionnellement, était maintenant complice d'un plan pour me trahir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé les 3 derniers jours à prendre une décision qui changerait tout. Une décision qui impliquait ma petite fille Marie, une jeune femme de 22 ans qui avait toujours montré un amour véritable pour moi, contrairement à l'intérêt financier que je voyais dans les yeux de Brigitte. La pluie redoublait d'intensité dehors, et les lumières du lac scintillaient à travers les gouttes sur les carreaux. Cette vue, je l'avais contemplée des milliers de fois au cours de ma vie. Avec Édouard les soirs d'été, avec Sébastien enfant qui courait dans le jardin, lors de fêtes familiales joyeuses qui appartenaient maintenant au passé. Et maintenant, elle témoignait de ce moment de vérité où les masques tombaient enfin. J'ai souri intérieurement en pensant à ce qui allait suivre. Si Brigitte croyait que j'étais une vieille femme naïve et manipulable, elle allait découvrir à quel point elle se trompait. La partie ne faisait que commencer. Vous voulez savoir ce que j'ai fait après cette déclaration choquante de ma belle-fille? Comment j'ai réussi à retourner la situation contre ceux qui ont tenté de me trahir? Croyez-moi,
ce qui s'est passé ensuite a complètement changé le cours de cette histoire, et la révélation que j'ai faite a laissé tout le monde bouche bée. Continuez avec moi, car je n'ai pas encore raconté la moitié de ce que j'ai découvert sur ma propre famille. Après ce dîner tendu, j'ai fait semblant d'être fatigué et je me suis excusé tôt. Bonne nuit, mes chers. Je suis un peu épuisé aujourd'hui, ai-je dit, observant comment Brigitte souriait avec satisfaction, pensant probablement que sa stratégie fonctionnait parfaitement. Dès qu'ils sont partis, j'ai entendu leur voix dans l'entrée. Ils ne se donnaient même plus la peine de chuchoter. Tu vois ? Elle commence déjà à céder, disait Brigitte d'un ton triomphant. Quelques semaines de plus et elle acceptera tout ce qu'on lui proposera. Tu crois vraiment que ça va marcher ? Demandait Sébastien, sa voix trahissant une nervosité croissante. Bien sûr. Les vieilles personnes finissent toujours par se soumettre quand on leur fait comprendre qu'elles sont un fardeau. Il suffit d'être patient et persiste. Leurs pas se sont éloignés dans l'allée, et j'ai attendu que le bruit de leur voiture disparaisse complètement avant de décrocher le téléphone. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur, de colère et de détermination. J'ai composé le numéro de Marie, ma petite fille. Elle était à Paris, terminant ses études d'architecture à la Sorbonne. Marie avait toujours été spéciale pour moi, une jeune femme intelligente, affectueuse, et surtout, honnête. Contrairement à son père, elle avait hérité des valeurs qu'Édouard et moi avions essayé d'inculquer. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. « Grand-mère !» Quelle surprise !« Comment allez-vous ?» Sa voix joyeuse m'a immédiatement rassuré. Dans ce monde de trahison et de cupidité, Marie représentait encore la pureté et l'authenticité. « Marie, ma chérie, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. Peux-tu venir à Annecy ce week-end ? » Bien sûr. Il s'est passé quelque chose ? Vous paraissez inquiète. Disons que j'ai découvert certaines choses sur ton père, et bien, il vaut mieux que nous en parlions en personne. Grand-mère, vous me faites peur. Est-ce que papa va bien ? Physiquement, oui. Moralement, c'est une autre histoire. Marie, peux-tu me promettre de ne rien dire à ton père de cette conversation ? Bien sûr, mais... Fais-moi confiance, ma chérie. Tout s'éclaircira quand tu seras là. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers le bureau d'Édouard. Cette pièce était restée quasiment intacte depuis sa mort il y a 5 ans. Ses livres de géologie étaient toujours soigneusement rangés sur les étagères, ses instruments de mesure dans leur étui de cuir, et sa machine à écrire Olivetti sous sa housse de protection. C'était dans ce sanctuaire de souvenirs que j'avais découvert la trahison de mon fils. J'ai ouvert le tiroir secret du bureau, celui qu'Édouard utilisait pour ranger nos documents les plus importants. Il l'avait installé lui-même, avec un mécanisme astucieux que seul lui et moi connaissions. C'est là que j'avais trouvé les messages imprimés entre Sébastien et Brigitte, mais ce n'était pas tout. En fouillant plus profondément, j'avais également découvert d'autres documents troublants. Des factures impayées au nom de Sébastien, des lettres de relance de créanciers, des avis de saisie évités de justesse. Mon fils était en faillite virtuelle, et Brigitte était apparemment la force motrice derrière leurs manœuvres désespérées. Il y avait aussi une lettre manuscrite de Brigitte à une amie, datée de 6 mois plus tôt. « Ma chère Sylvie, tu ne peux pas imaginer comme cette vieille me tape sur les nerfs. Sébastien est trop faible pour agir, mais moi je vais trouver un moyen de récupérer ce qui nous revient de droit. Cette maison au bord du lac vaut une fortune, et sa mère n'en a plus pour longtemps de toute façon. Autant que ça nous serve à quelque chose. » Cette lettre était la preuve irréfutable de leurs intentions malveillantes. Pas seulement cupides, mais carrément cruelles. Brigitte ne se contentait pas d'espérer hériter de moi, elle souhaitait ma mort. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé des heures à réfléchir, assise dans le fauteuil d'Édouard, regardant le lac à travers les rideaux de dentelle. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau comme des étoiles tombées, et je me suis souvenu de toutes les nuits où Édouard et moi restions éveillés dans cette même position, planifiant notre avenir, rêvant de nos projets. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place, mon amour ?» ai-je murmuré dans l'obscurité,
comme si Édouard pouvait encore m'entendre. Le lendemain matin, ma décision était prise. J'ai appelé le cabinet de Maître Durand dès l'ouverture. Il était avocat de la famille depuis plus de 30 ans, un homme de confiance qui avait déjà géré la succession d'Édouard et connaissait parfaitement notre situation familiale. Madame Monclerc ? C'est un plaisir de vous entendre. Comment puis-je vous aider ? Maître Durand, j'aimerais prendre rendez-vous dans les plus brefs délais. C'est urgent. Bien sûr. J'ai un créneau libre cet après-midi à 15 heures. Cela vous convient-il ? Parfaitement. Merci. L'après-midi même, je me suis rendu en taxi au cabinet de Maître Durand, situé dans le vieux quartier d'Annecy. Le bureau était exactement comme dans mes souvenirs, boiserie sombre, bibliothèque juridique imposante, et cette odeur particulière de vieux cuir et de papier ancien qui caractérise les cabinets d'avocats établis. Maître Durand était un homme distingué de 65 ans, aux cheveux argentés et aux lunettes cerclées d'or. Il m'a accueilli avec la courtoisie respectueuse qu'il manifestait toujours envers les clients de longue date. « Madame Monclerc, vous paraissez préoccupée. Que puis-je faire pour vous ?» J'ai sorti de mon sac les documents que j'avais trouvés et je les ai étalés sur son bureau. Maître Durand a chaussé ses lunettes et a commencé à lire. Je l'ai observé pendant qu'il parcourait les messages entre Sébastien et Brigitte, puis la lettre de Brigitte à son ami. Son expression s'est progressivement durcie. « Madame Monclerc, c'est absolument scandaleux. Votre propre fils. Mais dites-moi, comment avez-vous obtenu ces documents ? Je les ai trouvés dans le bureau de mon mari. Apparemment, Sébastien utilisait notre ordinateur familial pour imprimer ses conversations, pensant sans doute qu'Édouard était trop âgé pour comprendre la technologie. Il avait oublié que j'y avais encore accès. Et que comptez-vous faire ? Je veux transférer la propriété de ma maison au nom de Marie. Immédiatement. Maître Durand a retiré ses lunettes et m'a regardé attentivement. Madame Monclerc, c'est une décision très importante. Êtes-vous certaine de vouloir procéder ainsi ? Il existe d'autres moyens de protéger votre patrimoine ? Maître, j'ai 70 ans et une santé encore robuste, mais je ne suis pas naïve. Ce que j'ai découvert me prouve que je ne peux plus faire confiance à mon fils. Marie, en revanche, a toujours été loyale et aimante. De plus, si quelque chose m'arrivait, je veux être sûr que notre maison familiale sera entre de bonnes mains. Je comprends votre position. Cependant, cette démarche nécessitera plusieurs documents et formalités. Vous devrez également subir une évaluation psychologique pour prouver que vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales. C'est une procédure standard pour ce type de transaction impliquant une personne âgée. Parfait. Organisons cela immédiatement. Il y a une autre chose à considérer, Madame Monclerc. Cette donation aura des conséquences fiscales importantes pour Marie. Avez-vous réfléchi à cet aspect ? Marie étudie l'architecture. Elle comprendra l'importance de préserver notre patrimoine familial. Nous trouverons ensemble des solutions pour les aspects financiers. Nous avons passé le reste de l'après-midi à préparer la documentation nécessaire. Maître Durand m'a expliqué en détail chaque document, chaque implication légale. Le processus serait finalisé dans la semaine suivante, mais il m'a assuré que, légalement, Marie deviendrait propriétaire dès que nous signerions les papiers définitifs. Madame Monclerc, puis-je vous demander si vous comptez informer votre fils de cette décision ? Pas pour le moment. Je préfère d'abord parler à Marie et m'assurer qu'elle accepte cette responsabilité. Ensuite, nous verrons. En sortant du cabinet, je me sentais à la fois soulagée et appréhensive. Soulagée de prendre enfin des mesures concrètes pour protéger mon patrimoine, mais appréhensive des réactions que cette décision provoquerait inévitablement. Le lendemain était un mercredi, et comme d'habitude, j'ai fait mes courses au marché d'Annecy. C'était une tradition que j'entretenais depuis des décennies, parcourir les étals colorés, discuter avec les commerçants que je connaissais depuis des années, choisir les meilleurs produits pour mes repas. Cette routine me donnait un sentiment de normalité dans cette période troublée. C'est là,
entre le stand de légumes de Monsieur Bertrand et la poissonnerie de Madame Roussel, que j'ai eu la plus grande surprise de ma vie. Brigitte était là, mais pas seule. Elle parlait avec animation à un homme élégant que je ne connaissais pas, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux soigneusement coiffés et aux vêtements manifestement coûteux. Instinctivement, je me suis caché derrière l'étal de fromage de Monsieur Dubois pour les observer. Brigitte semblait particulièrement enjouée, riant aux éclats et touchant régulièrement le bras de l'inconnu. Leur complicité était évidente, et quelque chose dans leur attitude me mettait mal à l'aise. J'ai tendu l'oreille, essayant de saisir des bribes de leur conversation. Dès que la vieille sera dans la maison de retraite, entendais-je Brigitte dire. La maison vaut largement le million, peut-être plus avec le terrain au bord du lac. Et ton mari, demandait l'homme. Il n'aura pas de soupçons? Sébastien? Brigitte a ri méchamment. Il est tellement désespéré à cause de ses dettes qu'il accepterait n'importe quoi. Et puis, une fois qu'on aura l'argent, qui dit qu'on sera obligé de rester ensemble? Mon sang s'est glacé. Non seulement Brigitte complotait pour me voler ma maison, mais elle trompait également mon fils. Et apparemment, elle avait déjà prévu de l'abandonner une fois qu'elle aurait mis la main sur l'argent. L'homme a souri d'un air satisfait. Tu es vraiment diabolique, ma chérie. J'adore ça chez toi. Patience, Patrick. Dans quelques semaines, nous serons riches et libres. Patrick. J'ai gravé ce nom dans ma mémoire. Qui était cet homme? Un complice? Un amant? Probablement les deux. Ils se sont dirigés vers un café en terrasse, bras dessus bras dessous, comme un couple d'amoureux insouciants. J'ai attendu qu'ils soient bien installés avant de quitter ma cachette, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Cette découverte changeait tout. Brigitte n'était pas seulement cupide, elle était également déloyale envers Sébastien. Aussi répréhensible que soit le comportement de mon fils, il ne méritait pas d'être trompé et manipulé de cette façon. De retour chez moi, j'ai posé mes courses sur la table de la cuisine et je me suis assise pour réfléchir. La situation était encore plus complexe que je ne l'avais imaginé. Brigitte menait un triple jeu, elle manipulait Sébastien, complotait contre moi, et trompait son mari avec un certain Patrick. J'ai décidé de mener ma propre enquête discrète. L'après-midi même, j'ai appelé Madame Girard, ma voisine. C'était une femme curieuse qui connaissait tous les potins du quartier. Célestine. Comment allez-vous, ma chère? Très bien, Françoise. Dites-moi, vous n'auriez pas remarqué des allées et venues inhabituelles chez moi récemment? Maintenant que vous en parlez. Oui. La semaine dernière, j'ai vu votre belle-fille partir de chez vous vers midi, et puis revenir 2 heures plus tard avec un homme que je ne connaissais pas. Un homme élégant, au volant d'une BMW noire. Mon hypothèse se confirmait. Brigitte utilisait ma maison pour ses rendez-vous avec son amant. L'audace de cette femme n'avait décidément aucune limite. Ils sont restés longtemps? Environ 1 heure. Ils avaient l'air, comment dire, très intimes. Merci, Françoise. Vous me rendez un grand service. Y a-t-il un problème, Célestine? Disons que, j'essaie de mieux comprendre certaines situations familiales. Jeudi matin, j'ai eu une autre visite inattendue. Brigitte est apparue à ma porte vers 10 heures, les bras chargés de prospectus colorés. Célestine. Quelle matinée magnifique. J'ai apporté d'autres brochures que j'ai récupérées hier. Des brochures? Oui. De résidence pour personnes âgées. Regardez celle-ci, Maison de repos les jardins de la sérénité. Elle se trouve à seulement 20 minutes d'ici, avec des infirmières 24 heures sur 24, des activités récréatives. Ce serait parfait pour vous. Pendant qu'elle étalait ses prospectus sur ma table de salon, j'ai observé son manège. Elle portait une robe neuve que je ne lui avais jamais vue, et ses bijoux semblaient plus coûteux qu'à l'ordinaire. D'où venait cet argent? De son amant Patrick? Que c'est gentil de votre part, Brigitte. Mais je n'ai pas d'intérêt pour cela. Célestine, soyez raisonnable.
Vous ne pouvez pas continuer à vivre seul. Et pensez à la tranquillité d'esprit que cela donnerait à Sébastien. Il s'inquiète tellement pour vous. Sébastien s'inquiète, ai-je répété, pensant au message que j'avais trouvé. Intéressant. Oui. En fait, nous avons déjà eu des conversations avec l'administration de l'établissement. Ils ont une place disponible pour la semaine prochaine. C'est une opportunité unique. Donc ils avaient déjà tout organisé, espérant seulement ma coopération. Mais deux pouvaient jouer à ce jeu. Vous savez, Brigitte, vous avez peut-être raison. Il est temps que je prenne des décisions importantes concernant mon avenir. Ses yeux ont brillé d'excitation. Comme c'est merveilleux. Je savais que vous finiriez par comprendre. Oui, je vais faire des changements. Des changements qui vont surprendre tout le monde. Alors, vous acceptez de visiter les jardins de la sérénité? Je vais réfléchir à toutes mes options, Brigitte. Toutes. Après son départ, j'ai appelé Maître Durand pour faire le point sur l'avancement des procédures. Madame Monclerc, j'ai de bonnes nouvelles. L'évaluation psychologique a été programmée pour demain matin, et tous les documents de transfert sont prêts. Nous pourrons finaliser la transaction vendredi après-midi si tout se passe bien. Parfait. Et concernant la confidentialité? Absolue, comme convenu. Personne d'autre que nous trois, vous, moi et Marie, ne sera au courant jusqu'à ce que vous décidiez de rendre l'information publique. Vendredi est arrivé avec sa procession d'événements décisifs. L'évaluation psychologique s'est déroulée sans problème, le médecin a confirmé que j'étais en parfaite possession de mes facultés mentales. L'après-midi, Marie est arrivée de Paris par le train de 14h30. Quand je l'ai vue descendre sur le quai de la gare d'Annecy, mon cœur s'est rempli de joie. Elle était une jeune femme radieuse, avec les cheveux châtains bouclés de la famille et les yeux verts qu'elle avait hérités de son grand-père. Dans ce monde de trahison et de manipulation, Marie représentait l'espoir et l'authenticité. Grand-mère. Elle a couru vers moi pour m'embrasser. Comme vous m'avez manqué. Pendant le trajet de retour à la maison, Marie m'a raconté ses études, ses projets, ses rêves d'architecte. Elle voulait se spécialiser dans la restauration de bâtiments historiques, une passion qu'elle avait développée en grandissant dans notre vieille demeure familiale. Cette maison m'a toujours inspirée, grand-mère. Chaque pièce raconte une histoire, chaque détail architectural a du sens. C'est grâce à elle que j'ai découvert ma vocation. Ces paroles m'ont confirmé que ma décision était la bonne. Marie comprenait et appréciait la valeur de notre patrimoine familial, pas seulement financière, mais aussi culturelle et émotionnelle. De retour à la maison, nous nous sommes installés dans le salon avec du thé et des madeleines que j'avais préparées spécialement pour elle. C'est là que j'ai décidé de tout lui révéler. Marie, ma chérie, ce que je vais te dire va probablement te choquer. Elle a posé sa tasse et m'a regardé avec attention. Que se passe-t-il, grand-mère? J'ai sorti les documents de mon sac et je les ai étalés sur la table basse. Les messages entre Sébastien et Brigitte, la lettre à l'ami de Brigitte, les factures impayées de mon fils. Marie a tout lu en silence, son visage exprimant tour à tour la surprise, l'incrédulité, puis la colère. Je ne peux pas croire que papa ait fait ça, a-t-elle explosé finalement. Et cette femme, j'ai toujours su qu'elle ne valait rien. Il y a plus, Marie. Je lui ai raconté la scène du marché, ma découverte de la relation de Brigitte avec Patrick, l'utilisation de ma maison pour leur rendez-vous clandestin. Marie était livide. Ils ne méritent rien de vous, grand-mère. Comment ont-ils pu penser à vous abandonner dans un hospice? C'est exactement pourquoi j'ai pris une décision importante, ma chérie. J'ai hésité, observant sa réaction. Hier, je suis allé chez l'avocat, j'ai transféré la propriété de cette maison à ton nom. Marie a failli s'étouffer avec son thé. Quoi? Grand-mère, vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait, ma chérie. Tu es la nouvelle propriétaire de la maison familiale Monclerc. Mais je ne peux pas accepter. C'est votre maison. Et elle le restera, tant que je vivrai.
Mais maintenant, je sais qu'elle sera en sécurité dans les bonnes mains quand je ne serai plus là. Marie a commencé à pleurer. Ils ne méritent pas ça de votre part, grand-mère. Comment ont-ils pu penser à vous trahir ainsi? Parfois, nous découvrons que les personnes les plus proches peuvent être les plus cruelles. Mais nous découvrons aussi qu'ils nous aiment vraiment. Nous avons passé le reste de l'après-midi à finaliser les détails chez Maître Durand. Marie a signé tous les documents nécessaires, encore sous le choc de la responsabilité qui lui incombait soudainement. Grand-mère, promettez-moi que vous ne regrettez pas cette décision. Ma chérie, c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps. Le week-end a passé dans une atmosphère de complicité retrouvée. Marie m'a aidé à jardiner, nous avons cuisiné ensemble, et le soir, nous regardions de vieux albums photos en évoquant des souvenirs familiaux. C'était exactement ce dont j'avais besoin après les révélations traumatisantes de la semaine. Dimanche soir, avant que Marie ne reparte pour Paris, nous avons établi notre stratégie pour la suite des événements. Comment allons-nous révéler la vérité, grand-mère? Patience, ma chérie. Parfois, la meilleure vengeance se sert froide. Laissons-les continuer leur petit manège. Plus ils s'enfonceront, plus leur chute sera spectaculaire. Vous avez un plan? Oh oui, j'ai un plan. Et quand nous en aurons fini, ils regretteront amèrement d'avoir sous-estimé une vieille femme sénile. La semaine suivante a filé à toute vitesse. Sébastien a appelé plusieurs fois, demandant toujours si j'avais mieux réfléchi au sujet de la maison de retraite. Sa voix trahissait une impatience croissante, comme s'il avait hâte que je cède enfin à leur pression. Maman, vous savez que nous nous inquiétons sincèrement pour vous, répétait-il à chaque conversation téléphonique. Cette maison est vraiment trop grande, trop isolée. Et si quelque chose vous arrivait? Je vais bien, Sébastien. Ne t'inquiète pas pour moi, répondais-je calmement, sachant parfaitement que ces inquiétudes étaient purement financières. Brigitte, elle, a fait 2 apparitions supplémentaires avec encore plus de prospectus et a même amené une représentante de la résidence pour discuter avec moi. Cette femme, une dame d'âge moyen au sourire professionnel figé, s'est présentée comme Madame Verlaine, directrice commerciale des Jardins de la Sérénité. Madame Moncler, a-t-elle dit en s'installant dans mon salon comme si elle était chez elle, notre établissement offre les meilleurs soins pour les personnes du 3e âge. Nous avons de la kinésithérapie, des activités sociales, une alimentation équilibrée, et surtout, une surveillance médicale 24 heures sur 24. Pendant qu'elle déroulait son discours commercial bien rodé, j'observais Brigitte qui acquiesçait avec enthousiasme à chaque argument. Ses yeux brillaient d'une satisfaction à peine dissimulée, et elle n'arrêtait pas de me lancer des regards encourageants, comme si elle était ma fille attentionnée. Et le plus beau dans tout cela, continua Madame Verlaine, c'est que vous n'aurez plus à vous préoccuper de rien. Maison, factures, entretien, tout cela appartiendra au passé. Vous pourrez enfin vous reposer et profiter de vos dernières années en toute sérénité. Vos dernières années. L'expression m'a fait frémir. Ces gens parlaient de moi comme si j'étais déjà moribonde, alors que je me sentais parfaitement en forme pour mon âge. Cela semble effectivement tentant, ai-je répondu avec un sourire énigmatique, observant comment Brigitte vibrait littéralement de joie à ma réponse. Après le départ de Madame Verlaine, Brigitte pouvait à peine contenir son euphorie. Célestine, vous avez pris la bonne décision. Vous allez voir comme vous serez heureuse là-bas. J'ai la certitude que beaucoup de personnes seront heureuses de ma décision, ai-je répondu avec un sourire mystérieux. Exactement. Sébastien sera tellement soulagé de ne plus avoir à s'inquiéter constamment pour vous. Et moi aussi, bien sûr. Bien sûr. Elle pensait déjà aux rénovations qu'elle pourrait faire dans Emma Maison avec son amant Patrick. Durant cette semaine d'attente, j'ai également reçu un appel inattendu de Maître Durand. Madame Moncler, j'ai une information importante à vous communiquer. Mes contacts au tribunal m'ont appris que votre belle-fille a fait des recherches sur les procédures de tutelle pour personnes âgées dépendantes. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'elle ne compte pas seulement vous faire interner, elle veut également obtenir une tutelle légale sur vous pour gérer tous vos biens. C'est encore plus grave que ce que nous pensions. Peuvent-ils faire cela? Seulement si un médecin certifie que vous n'êtes plus apte à gérer vos affaires. Mais heureusement, nous avons l'évaluation psychologique récente qui prouve le contraire. Néanmoins, je vous conseille d'accélérer notre calendrier. Cette révélation m'a profondément choquée. Brigitte ne voulait pas seulement me voler ma maison, elle voulait me déposséder complètement de toute autonomie. L'ampleur de sa malveillance dépassait tout ce que j'avais imaginé. Le mardi suivant, j'ai organisé un autre dîner. Mais cette fois, Marie serait présente. J'ai dit à Sébastien que je voulais présenter une décision importante à toute la famille. Le ton de ma voix a dû l'inquiéter car il a insisté pour savoir de quoi il s'agissait. Maman, de quelle décision parlez-vous? Vous m'inquiétez. Tu verras mardi soir, mon fils. Assure-toi simplement d'être à l'heure. Marie est arrivée de Paris lundi soir. Nous avons passé la soirée à peaufiner notre stratégie et à préparer les documents que nous révélerions le lendemain. Marie était nerveuse mais déterminée. Grand-mère, êtes-vous sûre que nous devons faire cela? Ne pourriez-vous pas simplement parler à papa en privé? Ma chérie, ton père a fait son choix. Il a choisi de s'allier à cette femme contre sa propre mère. Il doit maintenant assumer les conséquences de ses actes. Et s'il demande pardon? Nous verrons. Mais d'abord, ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas aussi faible qu'ils le pensent. Le mardi soir est arrivé avec une tension palpable. J'avais préparé un menu spécial, blanquette de veau aux champignons, l'un des plats préférés de Sébastien quand il était enfant. Une dernière attention avant la confrontation. Quand ils sont arrivés et ont vu Marie, Sébastien est devenu visiblement mal à l'aise. Marie? Je ne savais pas que tu serais là. Bonsoir, papa, a dit Marie froidement. La tension était palpable entre eux. Brigitte, en revanche, semblait contrariée par la présence de sa belle-fille. Quelle surprise, a-t-elle dit avec un faux enthousiasme qui ne trompait personne. J'ai pensé qu'il était important que toute la famille soit réunie pour ce que j'ai à annoncer, et j'expliquais en les accueillant dans le salon. Pendant l'apéritif, l'atmosphère était glaciale. Marie parlait à peine à son père, se contentant de réponses monosyllabiques quand il essayait d'engager la conversation. Sébastien semblait nerveux, tripotant sans cesse son verre de whisky, et Brigitte regardait sans cesse sa montre comme si elle avait hâte que la soirée se termine. Alors, Célestine, finit par dire Brigitte en s'efforçant de paraître détendue, avez-vous pris une décision concernant votre situation? En effet, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Mais attendons d'être à table pour en parler. Le dîner s'est déroulé dans un silence tendu. Chaque bruit de couvert résonnait comme un coup de marteau, et les tentatives de conversation de Sébastien tombaient à plat. Marie ne quittait pas Brigitte des yeux, et je pouvais voir qu'elle avait du mal à contenir sa colère. Cette blanquette est délicieuse, maman, a dit Sébastien en essayant de détendre l'atmosphère. Vous vous souvenez quand vous me la prépariez quand j'étais petit? Je me souviens de beaucoup de choses, Sébastien. Notamment de l'époque où tu étais un fils aimant et respectueux. Le silence qui a suivi était pesant. Sébastien a baissé les yeux, et Brigitte a serré les lèvres. Finalement, après le dessert, une tarte aux myrtilles que j'avais faite avec les fruits de mon jardin, j'ai décidé qu'il était temps. Je me suis levé de table et j'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le lac. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau comme des diamants éparpillés. Bien, comme promis, j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Ma voix était calme mais ferme. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir, à cette maison, à notre famille. Sébastien et Brigitte ont échangé un regard plein d'espoir. Et je suis arrivé à la conclusion que vous avez raison. Il est temps de faire des changements. Comme c'est bien, maman, s'est exclamé Sébastien. Je savais que vous finiriez par comprendre. Oui, Célestine, a ajouté Brigitte, ses yeux brillants d'avidité, ce sera le mieux pour tout le monde.
Exactement, ai-je dit avec un sourire. Ce sera effectivement le mieux pour tout le monde. C'est pourquoi, la semaine dernière, j'ai transféré légalement la propriété de cette maison. Le sourire de Brigitte s'est élargi dangereusement. Quelle efficacité! Alors quand pouvons-nous commencer à... Au nom de Marie. Le silence qui a suivi était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. Brigitte est devenue livide, ses lèvres se sont mises à trembler, et Sébastien a ouvert la bouche sans parvenir à articuler un son. Marie, elle, souriait pour la première fois de la soirée. Quoi, a bégayé Brigitte. Cette maison appartient maintenant légalement à Marie. Elle est la nouvelle propriétaire de tout ce que vous voyez ici. Maman, vous ne pouvez pas avoir fait ça, a explosé Sébastien en se levant si brusquement que sa chaise a basculé. Si, je peux et je l'ai fait. Les documents sont déjà enregistrés au cadastre. Marie, montre-leur. Marie a sorti de son sac une chemise contenant tous les papiers officiels. Tout est là, dûment signé et tamponné. Brigitte a arraché les documents des mains de Marie, les parcourant frénétiquement. Son visage devenait de plus en plus rouge à mesure qu'elle lisait. Ce n'est pas possible. Vous étiez sénile quand vous avez signé ça. Sénile, ai-je répété calmement. Comme c'est intéressant que vous utilisiez ce mot, Brigitte. Le même mot que vous avez employé dans vos messages à mon fils. Le sang a quitté son visage. Quel message? J'ai marché jusqu'au buffet et j'ai pris les conversations imprimées que j'avais soigneusement conservées. Ces messages. Où vous planifiez de me faire interner pour vous emparer de ma propriété. Sébastien est devenu blanc comme un linge. Maman, je peux expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as traité ta propre mère de sénile? Comment vous avez planifié de m'abandonner dans un hospice? Comment vous aviez déjà choisi l'endroit où m'enfermer? Marie s'est levée, confrontant son père avec une colère froide. Comment as-tu pu faire ça, papa? Grand-mère t'a tout donné, elle t'a aimé inconditionnellement, et toi? Tais-toi, a hurlé Brigitte. Tu ne comprends rien. Nous avons des dettes, nous avons besoin de cet argent. Alors c'était ça, a dit Marie. Vous ne voyez grand-mère que comme un obstacle à votre enrichissement. Et il y a autre chose, ai-je ajouté calmement. J'ai sorti la lettre manuscrite que Brigitte avait écrite à son amie. Cette lettre où vous exprimez votre impatience de me voir mourir. Brigitte a lu sa propre lettre, ses mains tremblant de rage et de panique. Où avez-vous trouvé ça? Dans le bureau d'Édouard. Vous l'aviez utilisé comme marque-page dans un de ses livres. Quelle négligence de votre part. Sébastien a tenté de s'approcher de moi. Maman, s'il vous plaît, discutons. Non, ai-je dit fermement. La discussion est terminée. Vous avez montré qui vous êtes vraiment. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué. Marie, raconte-leur ce que nous avons découvert d'autre. Marie s'est éclairci la gorge. Grand-mère vous a vu au marché, Brigitte. Avec votre amant Patrick. Si Brigitte était déjà pâle, elle est devenue livide à cette révélation. Sébastien s'est tourné vers sa femme avec une expression d'incrédulité totale. Patrick? Qui est Patrick? A-t-il demandé d'une voix étranglée. Grand-mère vous a entendu planifier votre nouvelle vie ensemble une fois que vous auriez l'argent de la maison, a continué Marie impitoyablement. Et elle a aussi découvert que vous utilisiez cette maison pour vos rendez-vous avec lui. Sébastien s'est effondré sur sa chaise, la tête entre les mains. Brigitte, dis-moi que ce n'est pas vrai? Brigitte était maintenant acculée, prise au piège de ses propres mensonges. Sébastien, c'est compliqué. Compliqué, a-t-il hurlé. Tu me trompes et tu conspires contre ma mère? Nous avons aussi appris, ai-je ajouté, que vous fassiez des recherches sur les procédures de tutelle. Vous ne vouliez pas seulement me voler ma maison, vous vouliez me déposséder de toute autonomie. Brigitte était maintenant furieuse, toute façade tombée. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous sommes votre famille. Famille, ai-je ri amèrement.
La famille ne complote pas dans le dos. La famille n'abandonne pas ceux qu'elle aime dans des hospices pour voler leurs biens. Ça ne va pas en rester là, a menacé Brigitte. Nous allons contester ça en justice. Essayez donc, a dit Marie en se levant. Tous les documents sont en règle, et nous avons les preuves de vos véritables intentions. De plus, ai-je ajouté, Maître Durand m'a fait passer une évaluation psychologique complète avant la signature. Votre argument de sénilité ne tiendra pas devant un tribunal. Sébastien semblait complètement dévasté. Maman, je suis désolé. Les excuses ne rendent pas la confiance perdue, Sébastien. Tu m'as profondément déçu. Tu as épousé une garce, papa, a dit Marie avec dégoût. Une femme qui non seulement t'a manipulé, mais qui te trompait par-dessus le marché. Brigitte a jeté les papiers sur la table avec violence. Ce n'est pas fini, Célestine. Vous allez le regretter. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis si longtemps à voir qui vous étiez vraiment. Brigitte s'est dirigée vers la porte, suivie par Sébastien qui titubait comme un homme ivre. Avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois. Vous pensez être maligne, mais vous venez de détruire votre propre famille. Non, Brigitte. C'est vous qui l'avez détruite. Moi, je l'ai sauvée. La porte s'est refermée sur eux avec un claquement définitif. Marie et moi sommes restés seuls dans le salon, entourés par le silence qui suit les tempêtes. Grand-mère, a murmuré Marie en me prenant dans ses bras, je n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer. Parfois, ma chérie, la vérité est brutale. Mais elle est nécessaire. Pensez-vous que papa reviendra? Je ne sais pas. Et pour être honnête, je ne suis pas sûre de le vouloir. Pas tant qu'il restera avec cette femme. Nous avons passé le reste de la soirée à ranger la vaisselle et à remettre de l'ordre dans nos émotions. L'euphorie de la victoire était tempérée par la tristesse de voir une famille se déchirer. Au moins maintenant, a dit Marie en essuyant les verres, nous savons où nous en sommes. Plus de mensonges, plus de faux semblants. C'est vrai. Et maintenant, nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de vrai. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Pour la première fois depuis la découverte de leur trahison, je me sentais en sécurité dans ma propre maison. Notre maison, celle de Marie et moi. Mais je savais que ce n'était que le début. Brigitte n'était pas du genre à accepter la défaite facilement, et les jours à venir allaient certainement apporter de nouveaux défis. Après le départ de Sébastien et Brigitte, Marie et moi sommes restés seuls dans le salon. Le silence était réconfortant après toute cette tension. L'air même de la maison semblait plus léger, comme si elle avait été libérée d'une présence toxique. Grand-mère, je n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer, a dit Marie en me serrant dans ses bras. Cette femme, son audace était incroyable. Parfois, la vie nous force à prendre des décisions difficiles, ma chérie. Mais je préfère connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et maintenant? Que va-t-il se passer? Maintenant, nous construisons un avenir ensemble. Un avenir basé sur l'amour véritable et la confiance mutuelle. Les jours suivants ont été, comme prévu, mouvementés. Brigitte a tenté tout ce qui était en son pouvoir pour annuler le transfert de propriété. D'abord, elle a appelé plusieurs fois, menaçant de poursuites judiciaires avec une véhémence qui frisait l'hystérie. « Célestine » criait-elle au téléphone. « Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai des droits. Sébastien est votre fils. » « Sébastien est effectivement mon fils, » répondais-je calmement, mais cela ne lui donne pas le droit de me trahir. Nous allons contester cette donation. Notre avocat dit que nous avons des chances. Faites donc, Brigitte. Mais vous devriez savoir que j'ai pris toutes les précautions légales nécessaires. Ensuite, elle a tenté l'approche émotionnelle. Elle est apparue à ma porte un matin, les yeux rouges et gonflés de larmes, vraies ou fausses, je n'aurais su le dire. Célestine, s'il vous plaît, implorait-elle. Tout ça, c'était un malentendu. J'étais stressée par nos dettes, je n'ai pas réfléchi aux conséquences de mes paroles.
Brigitte, ai-je dit calmement, vous avez révélé votre vraie nature. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais pensez à Sébastien. Il est détruit. Il ne mange plus, il ne dort plus. Sébastien a fait ses choix. Il doit maintenant en assumer les conséquences. Et Patrick, ce n'était rien. Juste quelqu'un qui m'aidait à supporter le stress. Brigitte, arrêtez. Vos mensonges ne font qu'aggraver votre cas. Elle a alors changé de tactique, passant des larmes à la colère. Vous êtes une vieille femme amère et égoïste. Vous détruisez votre propre famille par pure méchanceté. Si c'est vraiment ce que vous pensez, alors nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai fermé la porte, laissant Brigitte sur le perron. Par la fenêtre, je l'ai vue donner un coup de pied rageur dans une jardinière avant de s'éloigner en marmonnant des injures. Marie, qui était restée à Annecy pour quelques semaines supplémentaires, a été témoin de plusieurs de ces scènes. Grand-mère, cette femme est vraiment dangereuse. Ne devriez-vous pas porter plainte ? Pour l'instant, elle se contente de crier et de menacer. Mais si elle devient physiquement agressive, nous prendrons les mesures nécessaires. Sébastien, lui, a tenté une approche différente. Il a commencé par m'écrire des lettres, de longues missives où il exprimait ses remords et ses regrets. La première est arrivée une semaine après la confrontation. « Chère maman, je sais que j'ai commis l'irréparable. J'ai trahi votre confiance, j'ai participé à un plan indigne, et j'ai causé une douleur que je ne pourrai jamais effacer. Brigitte m'avait convaincu que nous agissions pour votre bien, mais je réalise maintenant à quel point j'étais aveuglée par mes propres problèmes financiers. Je ne vous demande pas de me pardonner, je ne le mérite pas. Mais sachez que je regrette profondément mes actes et que je vous aime malgré tout. Votre fils repentant, Sébastien. » J'ai montré la lettre à Marie, qui l'a lue avec une expression dubitative. « Qu'en pensez-vous, grand-mère ? Est-ce sincère ? » « Je ne sais pas, ma chérie. Ton père a toujours été doué avec les mots quand il voulait obtenir quelque chose. Vous pensez qu'il essaie encore de vous manipuler ? C'est possible. Ou peut-être réalise-t-il enfin l'ampleur de ce qu'il a perdu. Le temps nous le dira. 2 semaines plus tard, nous avons eu des nouvelles inattendues. Maître Durand m'a appelé avec des informations surprenantes. « Madame Monclerc, j'ai des nouvelles concernant votre fils et votre belle-fille. » Que se passe-t-il ? Ils ont effectivement tenté de contester la donation, en alléguant que vous n'étiez pas en pleine possession de vos facultés mentales au moment de la signature. Marie s'est indignée quand je lui ai rapporté cette conversation. Comment ose-t-il ? Heureusement, avait continué Maître Durand, j'avais demandé une évaluation psychologique de votre part lors du transfert, justement pour prévenir ce type de situation. Le rapport médical certifie que vous étiez parfaitement lucide et capable. Et leur recours ? Rejeté en première instance. De plus, les messages que vous avez trouvés ont servi de preuve de mauvaise foi. Le juge a considéré qu'il y avait tentative de coercition sur personne âgée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Que non seulement leur recours a échoué, mais qu'ils pourraient eux-mêmes faire l'objet de poursuites. Le procureur étudie actuellement le dossier. Cette nouvelle m'a procuré un immense soulagement. Enfin, la justice avait prévalu. Mais la vraie surprise est venue quelques jours plus tard. Marie, qui était restée exceptionnellement silencieuse pendant le dîner, a fini par me confier ce qui la préoccupait. « Grand-mère, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'ai découvert sur papa. » « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ? » « Hier, quand vous étiez chez le médecin, il est venu ici. Il m'a demandé de vous transmettre un message. Mon cœur s'est serré. Quel message ? Il a quitté Brigitte. Cette révélation m'a stupéfiée. Quoi ? Quand ? Il y a 3 jours, apparemment. Il a découvert qu'elle vidait leur compte joint pour s'enfuir avec Patrick. Quand il l'a confrontée, elle a tout avoué. Elle partait pour le sud de la France avec son amant, en emportant tout l'argent qu'elle pouvait. Mon Dieu ! Papa vit maintenant dans un petit studio près du centre-ville.
Il a dit qu'il ne voulait pas vous déranger, mais qu'il espérait qu'un jour, vous pourriez lui pardonner. Cette nouvelle a bouleversé toutes mes certitudes. Sébastien était-il vraiment la victime de Brigitte, ou tentait-il une nouvelle manipulation? Qu'est-ce que vous en pensez, grand-mère? Je ne sais pas, Marie. Une partie de moi compatit à sa souffrance, mais l'autre n'oublie pas qu'il a participé activement à leur plan. Il m'a aussi donné ceci. Marie a sorti de son sac une enveloppe épaisse. À l'intérieur, j'ai trouvé tous les bijoux de famille que j'avais donnés à Brigitte au fil des années, les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, le collier de saphir qu'Édouard m'avait offert pour nos noces d'argent, la broche en diamant héritée de ma mère. Il a dit que Brigitte allait les vendre, alors il les a récupérés en secret avant qu'elle ne parte. Mes yeux se sont remplis de larmes en reconnaissant ces bijoux chargés de souvenirs. Ce geste de Sébastien était-il sincère ou calculé? Je n'arrivais pas à me décider. Il y a autre chose, a continué Marie. Papa a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi vous aviez fait ce que vous aviez fait. Il dit qu'il ne contestera jamais le transfert de propriété et qu'il respectera votre décision. A-t-il dit pourquoi? Il a réalisé que Brigitte ne l'avait jamais aimé. Elle s'était mariée avec lui uniquement pour avoir accès à l'héritage familial. Tous ses problèmes financiers venaient d'elle, elle dépensait sans compter et avait même contracté des dettes en son nom à son insu. Cette révélation jetait un éclairage nouveau sur toute la situation. Sébastien était-il aussi manipulé que je l'avais été? Un mois après la confrontation, j'ai décidé de rendre visite à mon fils. Marie m'a accompagné jusqu'à son petit studio dans le quartier Saint-Maurice. L'immeuble était modeste, bien différent de la belle maison qu'il partageait avec Brigitte. Quand Sébastien a ouvert la porte, j'ai eu un choc. Il avait maigri, ses cheveux grisonnaient aux tempes, et ses yeux portaient la marque d'une profonde fatigue. Il portait un pull troué et un pantalon froissé, lui qui avait toujours été si soigneux de son apparence. Maman? Il semblait sur le point de pleurer. Je ne pensais pas. Marie ne m'avait pas dit. Bonjour, Sébastien. Puis-je entrer? L'appartement était spartiate, un canapé-lit, une petite table, une cuisinette rudimentaire. Sur la table, j'ai aperçu des factures impayées et des lettres de créanciers. Maman, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, mais... Sébastien, assieds-toi. Nous devons parler. Je me suis installée sur l'unique chaise pendant qu'il s'asseyait au bord du canapé, la tête baissée comme un enfant puni. Marie m'a dit que Brigitte était partie. Oui. Sa voix était à peine audible. Avec Patrick et tout notre argent. Enfin, le peu qui restait. Sébastien, regarde-moi. Il a levé les yeux, et j'y ai vu une douleur authentique. Explique-moi. Tout. Depuis le début. Et il a parlé. Pendant 2 heures, il m'a raconté comment Brigitte l'avait progressivement isolé de sa famille, comment elle avait pris le contrôle de leurs finances, comment elle l'avait convaincu que j'étais un obstacle à leur bonheur. Elle disait que vous étiez égoïste de garder cette grande maison pour vous seul. Que c'était injuste envers nous qui avions des difficultés. Elle répétait sans cesse que vous deviez nous aider, que c'était votre devoir de mère. Et tu l'as cru? J'étais désespérée, maman. Mon entreprise périclitait, nous avions des dettes partout. Brigitte me faisait sentir que j'étais un raté, un fils indigne qui ne pouvait même pas subvenir aux besoins de sa famille. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tes problèmes? J'avais honte. Et Brigitte disait que vous étiez trop vieille pour comprendre les difficultés du monde moderne. Sébastien, tu es mon fils. J'aurais toujours été là pour t'aider si tu me l'avais demandé honnêtement. Il a éclaté en sanglots. Je sais. Je le sais maintenant. Mais il est trop tard. J'ai tout détruit. Pas tout, ai-je dit doucement. Il reste encore quelque chose à sauver. Il m'a regardé avec espoir. Quoi? Notre relation père-fils. Si tu es vraiment prêt à faire des efforts. Les mois suivants ont été difficiles mais constructifs. Sébastien a commencé à venir me voir régulièrement,
d'abord avec Marie comme intermédiaire, puis seule. Lentement, très lentement, nous avons reconstruit notre relation. Il m'a aidé dans le jardin, à réparer quelques problèmes de plomberie, et surtout, il m'a parlé de ses erreurs, de ses regrets, de ses espoirs pour l'avenir. Maman, je veux que vous sachiez que je ne contesterai jamais votre décision concernant la maison. Marie la mérite. Elle vous a toujours aimé sincèrement. Et toi, Sébastien? M'aimes-tu sincèrement? Plus que tout au monde. C'est d'ailleurs pour ça que ma trahison est si impardonnable. Un jour, 6 mois après la confrontation, Marie m'a fait une proposition surprenante. Grand-mère, j'ai une idée. Quelque chose qui pourrait donner un nouveau sens à cette maison. Dis-moi, ma chérie. Vous vous souvenez de ce que vous disiez toujours? Que cette maison avait besoin d'enfants qui courent dans les couloirs? Bien sûr. J'ai toujours rêvé d'avoir des arrière-petits-enfants qui joueraient dans le jardin. Eh bien, j'ai pensé à faire de cette maison un foyer pour enfants en détresse. Créer une fondation en mémoire de grand-père. L'idée m'a coupé le souffle. Marie, c'est merveilleux. J'ai pensé transformer le 3e étage en chambre pour des enfants en situation précaire. Temporairement, bien sûr, le temps qu'ils trouvent des familles d'adoption. Et vous pourriez être comme une grand-mère pour eux tous. Et tes études? Je peux finir mon master à distance. Ce projet me passionne plus que tout. L'idée était parfaite. Au cours des mois suivants, nous avons travaillé sans relâche pour concrétiser ce rêve. Marie a utilisé ses connaissances en architecture pour adapter la maison aux besoins des enfants, et j'ai mobilisé toutes mes économies pour financer le projet. Sébastien, quand nous lui avons parlé de notre plan, a été enthousiasmé. Maman, c'est exactement ce que papa aurait voulu. Il adorait les enfants. Tu aimerais nous aider? Si vous acceptez ma participation, j'en serais honoré. Et c'est ainsi que, 1 an après ce dîner fatidique, notre maison s'est remplie de rire et de vie. 5 enfants, âgés de 6 à 12 ans, vivaient désormais avec nous temporairement. Le bruit de leurs jeux et de leurs discussions emplissait les couloirs autrefois silencieux. Grand-mère Célestine, criait Sophie, une fillette de 8 ans aux cheveux bouclés, en courant vers moi chaque matin. Vous allez m'apprendre à faire des cookies aujourd'hui? Bien sûr, ma petite. Mais d'abord, le petit déjeuner. Marie s'épanouissait complètement dans ce projet. Elle gérait la fondation depuis la maison, s'occupait des enfants, et avait trouvé sa véritable vocation. La voir si heureuse remplissait mon cœur de fierté. Sébastien aussi avait trouvé sa place dans cette nouvelle configuration familiale. Il venait 3 fois par semaine pour aider aux devoirs des enfants et effectuer les petites réparations nécessaires. Les enfants l'adoraient, et lui retrouvaient progressivement confiance en lui. Tu sais, maman, m'a-t-il dit un jour en regardant Pierre, un garçon de 10 ans, apprendre à faire du vélo dans notre jardin, je crois que c'est la première fois depuis des années que je me sens vraiment utile. Tu l'as toujours été, mon fils. Tu avais juste perdu ton chemin. 1 an et demi après la révélation, nous avons reçu une lettre inattendue. Elle venait de Nice et portait la signature de Brigitte. Célestine, j'espère que vous lisez cette lettre. Je voulais vous dire que vous aviez raison sur toute la ligne. Patrick m'a abandonné dès qu'il a réalisé que je n'avais pas autant d'argent qu'il le pensait. Je me retrouve seule, sans rien, et je comprends maintenant à quel point j'ai été cupide et cruelle. Je ne vous demande pas de me pardonner, je ne le mérite pas. Mais sachez que je regrette profondément le mal que je vous ai fait. Dites à Sébastien qu'il mérite mieux que ce que je lui ai donné. Brigitte. J'ai montré la lettre à Sébastien et Marie. Marie a haussé les épaules avec indifférence, mais Sébastien est resté pensif. Tu éprouves encore quelque chose pour elle, lui ai-je demandé. De la pitié, peut-être. Mais plus rien d'autre. Cette femme a failli détruire notre famille. Notre famille a survécu, ai-je dit en regardant par la fenêtre où les enfants jouaient dans le jardin. Elle est même plus forte qu'avant.
2 ans après ce dîner mémorable, Marie a épousé un merveilleux assistant social qu'elle avait rencontré grâce à la fondation. Thomas était un homme bon et généreux qui partageait notre passion pour aider les enfants en difficulté. Le mariage a eu lieu dans notre jardin, au bord du lac. Les enfants de la fondation ont servi de demoiselles et garçons d'honneur, et leur joie était contagieuse. Sébastien a accompagné Marie à l'hôtel, et j'ai vu des larmes de bonheur dans ses yeux. « Maman », m'a-t-il dit ce jour-là, « merci de m'avoir donné une seconde chance. » Nous méritons tous une seconde chance, Sébastien. Mais il faut la saisir quand elle se présente. Aujourd'hui, à 72 ans, je peux dire que ce dîner terrible a été, paradoxalement, une bénédiction. Il m'a montré qu'il m'aimait vraiment et m'a donné le courage de protéger ce qui comptait le plus, notre vraie famille. La Fondation Édouard Moncler a déjà aidé 23 enfants à trouver des foyers aimants. Marie et Thomas dirigent le projet avec passion, Sébastien a retrouvé sa place de fils et d'oncle aimant, et moi, je suis entouré de l'amour authentique que j'avais toujours cherché. Parce que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est l'amour, l'attention, la protection mutuelle. Et cela, je l'ai trouvé non seulement chez Marie et les enfants que nous accueillons, mais aussi chez le fils qui a su retrouver son chemin vers la maison. La maison des Moncler n'a plus jamais été silencieuse. Et c'est exactement comme cela devait être. Quand je regarde en arrière, vers ce dîner qui a tout changé, je réalise que les mots les plus douloureux portent parfois les plus beaux cadeaux. La trahison de ceux qu'on aime peut être dévastatrice, mais elle peut aussi nous révéler notre propre force. Aujourd'hui, à 72 ans, entouré de l'amour véritable de Marie et des enfants que nous accueillons, je comprends que protéger notre dignité n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Combien de fois vous êtes-vous senti invisible dans votre propre maison? Combien de fois quelqu'un de proche vous a-t-il fait douter de votre valeur? Si cette histoire a touché votre cœur, c'est parce que vous connaissez aussi cette douleur. Peut-être vivez-vous quelque chose de semblable en ce moment même. Peut-être quelqu'un essaie-t-il de vous diminuer, de vous faire sentir comme un fardeau, alors qu'en réalité vous êtes le fondement de tout. Dites-moi, auriez-vous eu le courage de faire ce que j'ai fait? Ou avez-vous déjà vécu une situation similaire? Votre expérience pourrait aider une autre personne qui souffre en silence. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls change tout point. Laissez votre commentaire ci-dessous. Partagez votre histoire, vos peurs, vos victoires. Cette chaîne existe pour que nos voix soient entendues, pour que notre sagesse soit valorisée. Et si vous voulez continuer à écouter des histoires qui parlent de notre réalité, qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, abonnez-vous. Parce que notre génération a beaucoup plus à enseigner que beaucoup ne l'imaginent. À la prochaine histoire. Et souvenez-vous, vous valez bien plus que ce qu'on vous fait parfois croire.